C'est comme ça. Pour venir, il faut prendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges qui, de son temps, victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreux supplices. Brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une roue, il survécut miraculeusement, mais finit par être décapité. Tourner ensuite à gauche, rue des Martyrs, ça ne s'invente pas, puis à droite, rue Hippolyte Lebas, du nom d'un architecte français né à Paris le 31 mars 1782, qui s'était spécialisé dans la construction des prisons et des balles. Certains y verraient un signe, un augure, un mauvais présage peut-être, et tourneraient les talons, effrayés. Ils auraient bien tort, car ils n'auraient pas la chance de découvrir, au bout du chemin, une petite impasse bien cachée, où se niche une jolie porte laquée rouge, patinée par les années. Ils ne monteraient pas les 5 étages de l'escalier en colimaçon, ne s'essuraient pas les pieds sur le paillasson de crin ramené d'un voyage en Turquie, et seraient donc privés de la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas. T'as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. Mais non, j'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant, pour en être convaincus. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Pierre, tu changes ou tu restes comme ça? Elles sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche. Ils continuent, jour après jour, à se donner en secret des surnoms désuets. N'aura jamais une occasion de danser un slow. C'est beau avec courage pour venir à bout de mots croisés particulièrement difficiles, et se laisse des petits mots, quand, hasard de calendrier, l'un racle le petit déjeuner de l'autre. Tu veux pas que je donne un coup de fer, vite fait, à ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Mais on s'en fout de ma chemise bleue, on s'en fout. On cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade, et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte à chaussures? La boîte Ménélie dans le placard? C'est toi qui les aurais mis là? Moi non, mais Maria aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris IV, collaborateur de la collection Jeune Critique, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne, et plus précisément sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Elles sont peut-être restées dans la poche de ton impère. Il est au pressing. Et voilà, elles sont sûrement au pressing. Ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas. Elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Mais quel bordel! Je te jure, si c'est Maria, je la vis. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça, même à 13 ans, lorsqu'elle a vu Pierre pour la première fois, à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car il voulait saouler la fille du professeur de biologie, Virginie Sanchez. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, bien entendu, et Claude aussi peut-être, son meilleur ami. Mais c'est Elisabeth qui, sans un mot de reproche, avait sorti la serpillière et nettoyé, pendant que les autres cuvaient. Pierre, la harissa, à ton avis, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimenté là? Alors vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'esthète sur la vie, sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Mais où est-ce que je les ai foutus? Et Pierre se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage,
que rien ne peut ébranler. La semoule. Allô? Bonsoir, Françoise, bonsoir. Ça va, et vous? Et vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison. Oui, ils vont bien, ils sont couchés. Myrtille a eu sa roue bleue. C'est du patin. Apollin, toujours content, hein. Il a retrouvé sa bande. Oui, ça s'est plutôt bien passé cette année, hein. Les étudiants sont sympas. Un peu mous, mais... Nicomaque et la règle de plomb, fiction légitimes et illégitimes de la justice monténienne. C'est vrai, je l'admets. Françoise, c'est Françoise Larchet, la mère d'Élisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Oui, elle voulait savoir pour la semoule. Bon, écoutez, je vous la passe, Françoise, hein. Je vous embrasse. Babou, ta mère! Si elles sont vraiment restées dans la poche de mon appart, hein. Impossible de m'en souvenir. Alors maman, ça va. Dis-moi, quand tu fais ton tagine, tu mets les raisins avant ou... Pas trop tôt, sinon ça gonfle. Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord. Ah, les Rosenthal sont là. Et lui, Sange, ça va? Tant mieux. Ils ont toujours des cadeaux pour les petits, ils sont vraiment trop gentils. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin, lui, aime les Playmobil, a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu qu'Élisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop, avec ses réponses en forme de questions, idéal pour vous renvoyer dans les cordes, saturés de culpabilité. Oui, ils dînent avec nous. Ils viennent avec Claude. Je leur demande pour la castille, promis. On t'appelle pour te dire. Promis. Maman, je le ferai. Appelle si tu préfères. Mais non, tu dérangeras pas. Maman, c'est moi qui te propose d'appeler. Je ne le ferai pas si. Voilà, c'est ça. Bisous, maman. Maman, c'est eux, là. Bisous. Elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Claude est un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas malhonnête, il n'est pas fantasque. Il n'est pas, en quelque sorte. Je ne savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du rosé. Babou s'est lancé dans son buffet marocain. Ah, parfait! Ça fera office de Sidi Ibrahim. Ah non! De Boulaouane. Le Sidi Ibrahim, c'est algérien. Le vin colonial. Le vin de l'Ouest. Ça va, toi? Super, ça sent divinement bon. Regarde-moi. Tu as fait un petit balayage? Oui. Ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Pierre déteste. Pas du tout. C'est Christopher qui t'a fait la couleur. Oh, il est vraiment doué. Hein. Mais on peut tout de même affirmer qu'Élisabeth et Claude sont de vrais amis, depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous comme dans un livre ouvert. Les enfants, Couchez. Vous
Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok. Babou a paumé les clés de la cave. Ah, et il y a une urgence particulière à les trouver? Ça me rend dingue de pas savoir où sont les choses. Et je gagne quoi si je les trouve? Ma reconnaissance éternelle. C'était bien, Marcel? C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Ben oui, forcément. Leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller. Oh, je sais pas, peut-être. Comment ça peut-être? Je ne sais pas, peut-être. Je réfléchis. Ah mais moi c'est tout réfléchi, hein. Je suis contre. Babou! C'est super loin. Mais non, c'est tout près. Tu m'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. C'est quand même beaucoup moins loin. Pas tant que ça. 3 heures en TGV, c'est comme habiter en banlieue. Les Austrias sont partis à Bougival. On les voit plus. Remarque, c'est peut-être pas si mal, hein. Écoute, Babou, j'ai encore rien décidé, d'accord? Je suis sûr que c'est sympa, Marcel le fou. Puis tu seras tout près de la Castide. Ça fera plaisir à Françoise. Ouais, j'espère. Allô? Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Magnanime, je te donne un indice. Le premier, c'est Marignan. Le deuxième, Austerlitz. Vincent Austerlitz. Cher et Hautes-Alpes. Département du Cher. Parce que t'es nul aussi en géo. Bon, écoute, tu me fais pitié, 1805. Vincent. Et voilà Vincent Larchet, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle the place to find a demeure de prestige in Paris. Un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et charmante, qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent Larchet, une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. En un mot, moi! Ah putain, on prévoit un ascenseur! Ça monte Claudio? Cheval blanc 85. La vache! Cadeau d'un client. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas Austerlitz. Friedland et Liénage de bien, mais Austerlitz. Ça va, je vais pas prendre toutes les stations de métro par cœur, car je le prends jamais. Et les enfants? Couchés! À 20h45, hein? Ah, c'est vrai qu'on est samedi! Tiens, mon salaud. Poker, il m'a plumé. Et vous jouez de l'argent. Non, juste des lentilles. Mais tu vois, comme il en a gagné une tonne, bah c'est plus facile de le payer en liquide. La chance du débutant. Je connais une autre expression, mais je suis content que tu aies choisi celle-là. Et t'as gagné combien? 2 ans de salaire d'un prof agrégé. Dis Pierre, ça craint le bateau en bas? Où ça? Ah, là-bas, en face du livret. Bah tu risques de te prendre une prune. Bon, il n'enlève pas. Je crois pas. Bon, Remarque, s'ils veulent la bouger, hein, va leur falloir un tank. j'ai laissé ton numéro. Tu vas laisser mon numéro. J'ai rayé la petite voiture rouge. Toi, t'as pas de malus, tu t'en fous. Remarque, t'as raison. Hein. Je me ferai un plaisir de te dénoncer. Je te fais confiance. Puis je me moque au fond, mais ça doit être pratique un 4x4 dans le 5e arrondissement. Il y a la montagne Sainte-Geneviève, et la Bièvre doit souvent être en crue. Alors, ce n'est pas un 4x4 à proprement parler. C'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover, si tu veux. Oh, je préfère rien du tout. Il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Ah, vous faites quoi, là? Je peux jouer, peut-être? On cherche les clés de Pierre, les clés de la cave. Ah, et on gagne quoi si on trouve?
Sa reconnaissance éternelle. Oh, quand même! Oula! Ah, tu lis le russe, toi? Oui, je me suis remis, ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Ouais, je regarde les matchs sur la rail. Tu sais, c'est vachement bien ici. Vous avez fait une sacrée affaire. Je pourrais facile t'en avoir 7000 du mètre. Oui, enfin, à l'époque, tu disais que c'était un quartier de drogués et d'immigrés. Ah, mais ça l'était. Mais c'est la force, là, de vous autres, gauchistes. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. J'aurais pu venir m'embrasser. Ton mari m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Oh Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Elle nous rejoint. On lui a calé une réunion dernière minute. Les Japonais. Alors, Alors quoi? Anna ne passait pas une échographie aujourd'hui? Si. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Ben, la bonne, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais je vous fais marcher! C'est un garçon, il va très bien, très bien! Bête, vraiment c'est pas drôle. Montre-moi les... Si petit et déjà si riche. Et enfin, il a une grosse tête comme super. Dis donc, toi, t'as appelé ta mère? Non, pas encore. En parlant de maman, je l'ai eue tout à l'heure et je lui ai promis de la rappeler pour la Castille. Elle veut savoir quand est-ce que tu viens. Non, mais comment elle veut comme ça? Je suis moi à l'avance. Je sais pas, mais de toute façon, vous venez quand vous voulez. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on y sera avec les enfants du 5 au 20 juillet, que maman garde les enfants du 20 juillet au 6 août, et que Michel et Christelle passeront sans doute nous voir le week-end du 8-9. Mais tu viens quand tu veux. Ouais, quand je veux entre le 21 et le 23, quoi. Tu sais, Vincent, tu peux même venir quand on est là. Ouais, mais non. Peut-être que Claude passera. Tu sais qu'il s'installe à Marseille. Il paraît, ouais, je suis concerné. Dis-lui au moins quand tu penses venir. Tu as le droit de changer d'avis. Bah, dis-lui que je pense venir le week-end du 36-37. Vincent. Ah, mais attends, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Chaque année, c'est le même cirque. Mais elle a peut-être envie de s'organiser et d'inviter des amis. Ça va, elle a tout l'hiver pour les voir, ses amis. Mais c'est ce qu'elle fait. Les Rosenthal viennent la première semaine de septembre. Et tonton Hector la deuxième. Bah, je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. Vincent, maman n'a plus 20 ans. C'est important pour elle de savoir. Tu ne veux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit. Non, mais elle va très bien. C'est pas une question de manie.